Bonjour à tous, donc, je m'appelle Élodie Plubarou, je suis enseignant-chercheur au LRDE, donc c'est le laboratoire de recherche et développement de l'EPITA. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait au niveau de la segmentation des structures cérébrales des nouveau-nés. Donc ma présentation va être en deux grandes parties plus une conclusion, parce qu'on avait utilisé des techniques sans deep learning et des techniques avec deep learning. La toute première méthode que je vais vous présenter, c'est une technique qui est sans deep learning. Alors, aujourd'hui, on arrive encore à faire des choses 100% sans deep learning. Ça existe encore, on résiste encore et toujours. C'est un travail en fait qui a été réalisé en partenariat entre plusieurs organismes, en particulier donc, le LRDE, donc nous, le LTCI, donc avec Isabelle Bloch, que j'ai vu passer dans les participants aujourd'hui, le LIGM, donc l'IGM c'était à l'ESSI, l'Institut Gaspard Monge, et les facultés de médecine et hôpitaux de Tours et du Bicêtre. Donc ce travail en fait a donné lieu à une publication que vous voyez ici. L'idée étant de développer un logiciel pour les médecins pour qu'ils puissent analyser automatiquement les IRM de cerveau de nouveau-nés, en particulier de prématurés. Le but étant de pouvoir automatiquement en fait avoir une segmentation des différentes parties. Alors là, contrairement à juste avant, là, ça va vraiment être matière grise, matière blanche, liquide céphalorachidien, etc. Et en allant un petit peu plus précisément. Et aussi observer les hyperintensités de la matière blanche pour pouvoir les quantifier et les analyser et regarder un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc ça, c'est au niveau du contexte global de ce travail. Donc ce travail est publié dans Média et on a évidemment, comme on a envie en fait, de partager un petit peu tout ce qu'on a fait, il y a aussi un lien avec la démonstration et le logiciel en fait, qui est téléchargeable sur notre site. Donc au niveau de la pipeline, la seule chose en fait, je ne suis pas rentrée dans les détails ultra technique de ce qui se passe. La chose qui est juste importante à savoir, c'est qu'on a fait des segmentations qui sont par étapes. Donc, vous ne pouvez pas avoir directement les hyperintensités de la matière blanche. L'idée étant pour chaque image, en fait, de segmenter au fur et à mesure les différentes structures d'intérêt pour arriver jusqu'aux matières grises et blanches et ensuite aux hyperintensités de la matière blanche qu'on va chercher du coup uniquement dans la matière blanche. On ne va pas les chercher ailleurs. Donc, on a plusieurs structures qui vont être segmentées. Donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs structures segmentées et bien évidemment de pouvoir analyser toutes ces structures. Par exemple, de pouvoir analyser les différents volumes que vont prendre chacune de ces structures pour pouvoir potentiellement regarder l'évolution au cours de l'évolution en fait, tout simplement de l'enfant, voir un petit peu comment ça se comporte, etc. Donc ici, vous avez donc tout ce qu'on segmente. Hein, donc, bien évidemment, la cavité intracrânienne, c'est la première chose par laquelle on commence. Et donc voilà, donc la segmentation, donc, elle est par étapes et surtout, elle est semi-automatique. C'est-à-dire que la personne qui va segmenter peut mettre des marqueurs dans les zones d'intérêt qui vont l'intéresser et peut aussi, à tout moment, en fait, corriger la segmentation. Donc, si la segmentation ne convient pas, il y a la possibilité de dire non, ici, ça ne me convient pas, je veux revenir en arrière. Donc, le but étant, bien évidemment, hein, de faire quelque chose qui soit pour aider le praticien, mais pas pour le remplacer complètement et surtout pour le guider de la manière dont lui, il le souhaite. Et donc, cette méthode, elle est basée principalement sur une technique qui s'appelle la morphologie mathématique, donc qui est une discipline du traitement d'image qui est dite non linéaire. Donc, contrairement à des convolutions, en fait, par exemple, là, on va avoir quelque chose qui est non linéaire. Ça veut dire que toutes les parties de l'image ne vont pas réagir de la même manière. Et surtout, on a deux grandes propriétés qui sont qu'on est peu sensible aux variations de contraste et on garde plutôt bien les structures d'intérêt. En morphologie mathématique, je vais vous en reparler un petit peu plus tard quand on va parler de deep learning cette fois-ci. Mais voilà, donc c'est un petit peu une des bases de cette pipeline-là, en tout cas de ce logiciel-là. Donc, comme je vous disais, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je vais faire un nouveau partage. Alors, je ne sais pas si je peux faire un nouveau partage directement. On va voir.
Alors, si je fais ça et que je change, est-ce que vous voyez un écran noir VLC? Oui. Là. Oui, c'est bon, ça marche? Parfait. Oui, c'est bon. Donc, comme je connais particulièrement l'effet démo, j'ai utilisé une vidéo de démo déjà faite. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas avoir un bug, mon ordinateur qui va s'éteindre ou autre en plein milieu. Cette vidéo, donc, bien évidemment, elle sera complètement, elle est normalement téléchargeable et disponible, puisque ça permet de faire un petit mode d'emploi, en fait, de comment utiliser le logiciel. Et elle est sous-titrée. Donc, l'idée, ici, vous pouvez charger, bien évidemment, votre volume, hein, c'est quand même le but, et vous balader dans les différentes coupes. Donc, vous sélectionnez la coupe qui vous intéresse, donc étape numéro 1. Et ensuite, c'est parti. On va commencer par débruiter l'image et segmenter l'intérieur de la boîte crânienne. Donc là, comme vous pouvez le voir, la segmentation, elle n'est pas tout à fait exacte. Donc, on va... Hop, elle va un petit peu vite. Comme la segmentation n'est pas exacte, en fait, on va pouvoir mettre des marqueurs pour récupérer les ventricules et le liquide céphalorachidien. Et donc le CSF, les ventricules, on récupère tout. Et grâce à cette segmentation, donc, qui va être beaucoup plus précise, on va pouvoir corriger en fait l'intérieur de la boîte crânienne, donc la segmentation de l'intérieur de la boîte crânienne. Donc c'est ce que vous avez ici. Donc on avait là-bas, on débordait, maintenant on ne déborde plus, jusque-là, tout va bien. De la même manière, on va récupérer donc, la zone particulière des ventricules qui va nous intéresser. Donc là, j'ai mis par exemple quelques marqueurs. Et bien évidemment, si ce n'est pas satisfaisant, si je dis, non, là, il va me manquer quelque chose, hop, je rajoute un marqueur et j'ai la correction qui se fait de manière itérative. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rajoute des marqueurs, en fait, en gros, on va lui dire, rajoute-moi quelques régions. À l'inverse, vous avez ici quelque chose que je n'ai pas utilisé dans la vidéo démonstration, mais vous avez donc add V, donc c'est pour ajouter des petits marqueurs pour les ventricules. Et vous avez aussi le RMV. Donc ça, c'est par exemple, on a une zone qui ne nous intéresse pas. Ben, on va dire non, cette zone, tu me l'enlèves, j'en en veux pas. Donc on va récupérer pareil. Donc là, on est au niveau du thalamus, par exemple, on va récupérer, donc on va mettre les différents marqueurs. Encore une fois, on va sélectionner en fait une boîte qui va nous faire une segmentation grossière dans un premier temps et ensuite qui va lisser. Alors pourquoi grossière dans un premier temps? Pour voir si on est environ là où on a envie d'être. Donc est-ce que la segmentation est dans la bonne zone? Et ensuite, on va pouvoir raffiner bien évidemment cette segmentation. Donc de la même manière, on peut faire la même chose avec la matière grise, la matière blanche, et récupérer du coup les hyperintensités de la matière blanche. Donc au niveau des hyperintensités, pareil, on a plusieurs seuils qui vont être possibles, donc à la discrétion du praticien de ce qu'il a envie de chercher. Et bien évidemment, on peut encore rajouter ou enlever à chaque fois ces lésions, enfin des marqueurs de ces lésions. Donc l'idée étant derrière d'avoir une évaluation en fait pour ces lésions-là, mais bien évidemment, ce rapport est possible pour absolument tout. Ici, vous avez une boîte de correction manuelle qui va permettre de corriger en fait, manuellement toutes les segmentations et toutes les sélections qui auront été faites par le logiciel. Ensuite, on enregistre et on passe à la coupe suivante. Hop, voilà. Donc là, normalement, vu que j'ai réussi à partager l'écran, on doit être revenu sur les slides. Donc ça, c'était la partie logicielle, donc semi-automatique de segmentation des différentes régions. Alors, comme j'ai vu la question précédemment, j'y réponds tout de suite, comme ça c'est fait. Là, on est sur donc la base de données qui a été utilisée pour faire de l'entraînement. C'est la base de données que je vais vous présenter juste après. Donc, ce sont des cerveaux d'enfants de 40 semaines, entre 30 et 40 semaines en fonction des images. Au niveau des procédures par deep learning cette fois-ci. Alors, par deep learning, on n'a pas encore de logiciel tout fait facile avec une interface graphique. Par contre, on a aujourd'hui des Docker
et des codes qui sont en cours de dépoussiérage. Donc ça, je vous expliquerai ça juste après. Donc, au niveau des procédures de deep learning, l'idée, ça va être de segmenter des volumes 3D, donc des volumes cérébraux 3D, rapidement. Donc, rapidement, on s'est dit, on veut faire plutôt de la 2D. On va faire une segmentation coupe par coupe plutôt que de faire de la 3D. L'avantage de faire de la 2D, c'est qu'on se rapproche de ce que voit le médecin, de la manière dont le médecin va faire ses segmentations. Et surtout, ça nous permet d'avoir quelque chose de très, très, très rapide grâce à VGG16. Alors, VGG16, c'est un réseau de neurones qui, à la base, est utilisé pour faire de la classification d'images naturelles. Donc, en gros, ça va être un réseau de neurones convolutionnel, donc à base de convolution, qui va permettre de se dire est-ce qu'on a une vache, est-ce qu'on a une voiture, est-ce qu'on a un chien, etc. Donc, c'est un réseau de neurones qui, à la base, est fait pour la classification d'images. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a modifié ce réseau de neurones pour faire de la segmentation. Donc, en gros, ça va dire pour chaque pixel, quelle est la classe qu'on va utiliser. Donc là, vous avez une structure, par exemple, de ce fameux VGG modifié. Donc, en entrée, on prend une image RGB, donc une image en couleur, comme si c'était une photo. Et en sortie, on a notre segmentation. Donc, vous avez donc les structures assez classiques des réseaux de neurones. Donc, à savoir, vous avez des convolutions successives, ce qu'on appelle les max pooling, donc qui vont permettre de diminuer en fait la taille des images. Donc, en fait, plus on va à l'intérieur du réseau, plus nos images elles vont être petites et on va avoir des descripteurs qui vont être très comment dire, globaux. En fait, tous les détails ils sont perdus au fur et à mesure qu'on descend à l'intérieur du réseau de neurones. Donc, si vous cherchez des structures très, très, très fines, en gros, quand vous êtes à la fin, elles ont complètement disparu. Donc, ces réseaux de neurones, donc c'est VGG16, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a donc un réseau qui est en 2D. Nous, on a des images en 3D. Donc, la grosse idée, c'est mais comment réussir à garder de l'information 3D, mais tout en segmentant en 2D. Donc, la grosse, le gros avantage pas l'avantage, mais l'idée, faut arrêter de compter le nombre de mots idées que je dis dans une présentation, mais l'idée derrière, c'est de se dire, une image en couleur, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui a 3 canaux. Donc, en fait, on peut mettre 3 images dans une seule. Donc, ces 3 images, on va dire que pour segmenter la coupe numéro N, que je suis en train de regarder, je vais mettre dans le canal rouge la coupe N-1, le canal vert la coupe N et le canal bleu la coupe N+1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir donc pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, je ne sais pas exactement quel est le profil des personnes qui sont en train d'écouter. En gros, une image en gris, une image en niveau de gris, ça veut dire que c'est les 3 canaux, donc le rouge, le vert et le bleu, il y a exactement la même image dedans. À partir du moment où on change ces canaux, c'est là qu'on commence à avoir de la couleur. Donc ici, ce que vous voyez, c'est, par exemple, là, vous avez du bleu et du rouge qui apparaissent. Pourquoi? Parce que l'image rouge et l'image bleue sont différentes de l'image verte qui était, par exemple, au milieu. Et du coup, c'est pour ça qu'on va voir des structures qui vont apparaître. Et ces structures, elles vont apparaître surtout au niveau des contours. Pourquoi? Parce que c'est comme vous avez quelque chose qui est en 3D, on va avoir ce qu'on appelle du pseudo 3D. Donc, une image en couleur, avec évidemment donc les contours qui apparaissent un petit peu en couleur bleu ou rouge en fonction de s'ils sont avant ou après la tranche qu'on est en train la coupe qu'on est en train d'étudier. Alors, cette idée, à la base, elle avait été trouvée dans un article qui fait de la segmentation de fond d'œil et de rétine. C'était qui avait été appliqué à ce niveau-là. Et donc, nous, on l'a appliqué en fait à des IRM 3D. Les IRM de cerveau en 3 dimensions. Donc, le tout premier set d'images qu'on a utilisé, c'est les images qui proviennent d'un challenge MICAI, donc d'un concours MICAI, qui s'appelait Neonatal Brain Segmentation 2012. Et donc voilà les fameux 40 semaines et 30 semaines dont je vous parlais. Donc, ça, ce sont les bases de données. Alors, il faut savoir que ce sont des bases de données qui sont très, très, très petites dans le sens où, pour entraîner notre réseau de neurones, on avait 2 patients, par exemple, pour le test d'image acquis en axial à 40 semaines. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en fait, juste avec 2 patients, donc de 2 IRM complètes de patients, on a réussi à faire un entraînement de réseau de neurones. Alors, comment on fait? Parce qu'on entend très souvent que pour faire des réseaux de neurones, il faut des très grosses bases de données à noter.
ce qui n'est pas faux. Ceci dit, on peut s'affranchir de ça en faisant deux choses. La première, c'est de l'augmentation de données. Donc, ça veut dire qu'on va prendre nos deux images de patients et en fait, on va faire des rotations, des translations, on va les retourner, bien évidemment, dans la mesure, en faisant en sorte que ce soit réel et que ce soit réaliste. On ne va pas coucher complètement une image puisque ça n'aurait pas de sens. Mais on va donc induire des déformations sur ces images. Donc ça va être pour apprendre au réseau à voir des images qui vont être pas toujours dans la même... exactement dans la même orientation, qui vont avoir des formes un petit peu différentes. Donc ça, c'est l'augmentation de données. Et la deuxième chose, c'est les réseaux de neurones, en fait, on leur apprend des choses, ils ont des erreurs, et au bout d'un moment, il faut que l'erreur, elle diminue, et puis au bout d'un moment, on arrive à un plateau, on appelle ça la convergence. Donc c'est quand on arrive, en fait, à apprendre un réseau de neurones et qu'il est, il est environ stable, il est content de ce qu'il donne, et voilà. Et cette histoire de convergence, en fait, on a besoin vraiment de pas mal de données pour pouvoir atteindre cette convergence, sauf si on pré-entraîne le réseau. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé le réseau qui était déjà pré-entraîné, mais sur les images dont je vous ai parlé, à savoir les chats, les chiens, etc. Alors, c'est un petit peu contre-intuitif de se dire qu'en utilisant un réseau qui est déjà entraîné sur des images de chats, de chiens, etc., on arrive à l'entraîner sur des images de cerveau. Au final, ça veut juste dire que le réseau, il a tellement de poids, il est tellement complexe à l'intérieur qu'il a juste appris comment décrire une image. Après, ce qu'on fait de cette description, c'est justement la phase de réentraînement que nous, on fait avec nos patients, à savoir lui dire, tu vois, tu as appris à décrire des images bien, maintenant, ces descriptions, on va les utiliser pour faire autre chose. Donc, en fait, il y a une très petite marche à faire supplémentaire pour pouvoir passer des chats et des chiens à de la matière grise, la matière blanche, etc. Et l'autre chose à voir, c'est aussi le temps d'exécution. Donc, le temps d'exécution, donc 3,5 secondes ou 2,2 secondes, là, on parle pour un volume entier. On ne parle pas pour juste une coupe, mais on parle vraiment pour que tout le volume soit testé. Et ici, vous avez les résultats en fait, des différentes segmentations donc avec notre méthode. Et par rapport à ceux qui ont gagné le concours, puisqu'on n'a pas participé à ce concours-là, par contre, on a quand même, on s'est comparé en fait aux méthodes de l'état de l'art, qui étaient les méthodes du concours. Donc ici, vous avez tous ces résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'au niveau des dice, dans l'ensemble, on a des dice qui sont quand même plutôt intéressants, hein, de l'ordre de 90, de 0,90 en moyenne, hein, si on regarde un petit peu tout ce qu'on a. Alors, bien évidemment, en fonction de est-ce qu'on est en axial, est-ce qu'on est en coronal, et en fonction de l'âge, on ne va pas avoir exactement les mêmes dice, mais on a quand même des dice qui sont de l'ordre de entre 0,80 et 0,95 pour le meilleur des cas, en fonction des tissus. Donc ça, c'était du pseudo 3D avec une seule modalité. Donc il y avait par exemple que du T1 ou que du T2 ou que du flair. Donc ça, c'était la première phase. On s'est dit ensuite, mais et si on a plusieurs modalités, est-ce qu'on ne pourrait pas les combiner ensemble? Donc c'est ce qu'on a fait ici donc ça, c'était un concours MICA et cette fois-ci auquel on a participé, qui était de la segmentation de cerveau, cette fois-ci dans la phase iso-intense. Donc ici, vous avez donc du T1, du T2 et du T1. Donc comme tout à l'heure, on prend N-1, N plus 1, sauf que notre coupe numéro N, ça va être du T2 et notre coupe N-1, N plus 1, ça va être du T1. Donc en fait, on a mixé les modalités et voilà ce que ça nous donne au niveau de l'image en couleur. Donc avec exactement la même technique d'augmentation de données et du réseau VGJ. Donc ici, vous avez les scores qu'on a obtenus. Donc les scores sont un peu moins bons que pour la matière blanche. Par exemple, on n'est plus qu'à 0,86 en termes de DICE sur le test 7. Donc on n'avait pas les images de test, donc on ne sait pas exactement en fait, sur quelles images on se trompe. On ne peut pas analyser en fait, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour la distance d'Hausdorff modifiée, on est arrivé premier et deuxième sur la matière grise et la matière blanche et la matière grise, avec donc cette méthode qui est assez simple, assez légère. Et pareil, au niveau du temps de calcul, on est aux alentours de entre 1 et 2 secondes pour un volume entier à traiter. Je vais parler très rapidement des hyperintensités de la matière blanche.
Alors là, c'est des hyperintensités à la matière blanche qui ne sont pas du tout sur des cerveaux de nouveau-nés, mais sur des cerveaux adultes, puisque c'était aussi un concours Mickey sur des cerveaux, cette fois-ci, donc adultes, sur des hyperintensités à la matière blanche. Pourquoi j'en parle? Parce que ce sont des structures qui sont donc très fines, dures à avoir, qu'il y a aussi des problématiques d'hyperintensité dans des cerveaux de nouveau-nés et de prématurés. Et que la solution qu'on a trouvée, c'est une solution qui pourrait potentiellement aider aussi sur ces cerveaux-là. Donc, l'idée, ça va être d'aider le réseau de neurones en donnant des informations supplémentaires sur cette petite lésion, en utilisant un outil de morphologie mathématique. Donc, j'en avais déjà parlé, là, c'est le retour de la morphologie mathématique. Et ici, ce serait le TOPAT, donc chapeau haute forme en français. En fait, donc là, vous avez une image du flair. Ici, vous avez l'ouverture du flair. Alors, l'ouverture du flair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on a enlevé tous les petits blobs blancs qui étaient plus petits qu'un certain critère de taille. Et ensuite, on a fait la différence entre les deux et voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est ce qu'on appelle le résidu du TOPAT. Donc, en fait, on efface les petits blobs, on fait la soustraction entre les deux. Bilan, on récupère les petits blobs. Et ça, comment ça s'est traduit au niveau de notre réseau de neurones? Donc, c'est toujours le même réseau de neurones, on ne change pas une équipe qui gagne. En fait, on a mis ce résidu du TOPAT en tant qu'un canal entier de notre image en couleur. Et on a mis du flair et du T1. Donc, on a fait du NNN cette fois-ci. On n'est plus dans du N-1, N+1, on est dans du NNN. Sauf que c'est du N de différentes sources. Donc, flair, T1 et notre fameux résidu du TOPAT. Donc, hop, voici une image de ce que ça peut donner. Donc, on voit ici, par exemple, on a une petite lésion qui ici va apparaître en orange. Donc, qui va être, en fait, l'idée, ça va être de guider le réseau de neurones en disant, et là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Par contre, il y a aussi d'autres structures qui apparaissent en orange qui, là, ne nous intéressent pas forcément. Et au niveau des scores, donc, en fait, la chose à voir, c'est surtout le score F1, donc le score de détection. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on passe d'un score de 0,48 ou 0,46 si on était en pseudo 3D, donc N-1, N+1, à 0,63. Donc là, on ne change pas énormément les dice. Donc cette méthode ne va pas améliorer la détection des contours, par exemple, vraiment la segmentation pure, mais par contre, elle va améliorer la détection. Donc en fait, on loupe beaucoup moins de petites lésions. Et donc, c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, on a des étudiants qui dépoussièrent tous ces codes. Le premier logiciel que je vous ai présenté est en MATLAB. Donc on peut le compiler sur Mac. J'ai fait une version Mac qui fonctionne très bien. Sur les autres plateformes, je ne suis pas sûre à 100% que ça fonctionne vraiment bien. Donc là, j'ai actuellement un étudiant qui est en train de tout dépoussiérer et qui va transformer ce code MATLAB en Python. Donc voilà, donc ça, c'est ses objectifs du semestre. Donc, pour le moment, il avance plutôt bien. Donc, on a bon espoir que ça se passe bien. Et j'ai un autre étudiant, pareil, qui, tous les codes que je vous ai montrés là avec les réseaux de neurones sont actuellement en café, dans une version de café qui n'est plus du tout maintenue. Donc, on va tout passer en PyTorch pour pouvoir justement faire en sorte que n'importe qui puisse les utiliser, puisqu'aujourd'hui, on a juste des dockers. Donc, on peut utiliser, mais on ne peut plus réapprendre, par exemple, les réseaux ou faire de nouvelles choses. Donc, quels sont nos objectifs? Évidemment, partager tout ce qu'on a sur le sujet. Donc, c'est déjà le cas. On partage tous les dockers, on partage tous les codes et on partage le logiciel ainsi que forcément les articles. Pouvoir utiliser les vieux codes, donc ça, c'est ce qui est en train d'être fait par mes étudiants. Donc, c'est vraiment faire un gros dépoussiérage pour pouvoir avoir quelque chose d'utilisable par tout le monde. On aimerait bien améliorer nos anciens résultats parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des nouvelles idées, sauf que comme on ne peut plus faire tourner les codes, on ne peut plus modifier les codes, du coup, on ne peut pas tester nos nouvelles idées. Donc, voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et proposer un site web unique. Donc ça, l'idée, c'est au lieu de devoir télécharger à chaque fois chaque code ou chaque logiciel, c'est de dire on met un logiciel, n'importe quoi, un site internet. N'importe qui peut se loguer dessus. Hop, on envoie une image, on sélectionne le traitement qu'on veut faire dessus et on récupère le résultat. Donc ça, c'est l'idée. Bon, on a bien évidemment des points bloquants qui sont l'accès aux données. Donc, on utilise des bases de données publiques pour faire tous ces développements. Et en général, on utilise des bases de données des concours Mickey ou ISBI. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des bases de données qui sont annotées, avec des limitations, bien évidemment, puisque ces bases de données ne sont pas forcément toujours ce qu'on aimerait avoir par rapport à nos objectifs. La bande passante, en particulier avec le coronavirus, on avait des objectifs cette année qu'on n'a malheureusement pas pu atteindre, cette année en 2020.
Mais bon, ça, je pense que c'est partout pareil, hein. Je ne vous apprends rien sur le coronavirus et tout ce que ça induit. Les étudiants qui nous lâchent, il y a un peu plus d'un an et demi, je devais avoir un étudiant qui faisait déjà ce que j'ai dit, à savoir réutiliser les vieux codes, tout refaire et qui m'a gentiment claqué dans les doigts. Donc voilà, c'est comme ça, mais voilà. Et des cobayes pour tester nos méthodes et nos interfaces, parce qu'au final, nous, on développe, mais les utilisateurs finaux, ce ne sera pas nous. Voilà, et là, vous avez l'adresse du site où vous pouvez trouver un petit peu tout. Voilà, c'est tout pour la présentation. Très bien, ben, merci pour cette belle présentation encore une fois. Donc si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les mettre dans le chat ou lever la main. Je crois qu'on peut lever la main dans Zoom. C'est possible aussi. Ah bah voilà, bah, du coup j'en ai une qui vient d'apparaître de Quentin, donc bah, vous pouvez mettre le micro sur on et poser la question. Merci pour la présentation. Je me demandais combien votre réseau de neurones possède-t-il de poids et quelle est la part de ces poids qui est initialisée aléatoirement et donc par conséquence quelle est la part des poids qui est initialisée avec ceux qui ont été entraînés sur ImageNet. Alors, en fait, on récupère tous les poids d'ImageNet, Ouais. enfin tous les poids d'ImageNet, tous les poids du réseau qui a été entraîné dans ImageNet. Et on ne réentraîne que la partie, donc pas la partie classification, mais vraiment la partie descripteur. Mhm. Et ça fait quelques millions de poids. Je peux te retrouver ça et te le renvoyer. Là, j'avoue que le nombre de poids, je ne l'ai pas forcément en tête. C'est pas- Beaucoup. C'est Oui, c'est sûr, ouais. beaucoup. On est en quelques millions de poids. D'accord, merci. Ceci dit, on n'a pas besoin d'énormément d'époques pour converger. Ouais, Ça se passe relativement bien, comme au final, on réentraîne qu'une seule petite partie. d'accord. Merci. Ok, alors moi j'ai une petite question sur, je suis content de voir qu'il y a encore des méthodes non deep learning qui existent encore, c'est bien, il y a de la variété. Je me demandais, c'est une méthode par contre qui a l'air d'être donc semi-automatique si j'ai bien suivi. Est-ce que vous avez des pistes pour essayer de la rendre automatique? Est-ce que je vois que c'est des points à cliquer ou des choses comme ça? Est-ce que ça pourrait s'en rendre automatique ou c'est trop difficile? Non, alors c'est justement pour ça qu'on aimerait bien pouvoir se débarrasser de MATLAB et récupérer du Python pour pouvoir justement le rendre complètement automatique. On a quelques idées, on a pas mal d'idées en fait sur la question, sur comment faire. Toujours basé morphologie mathématique aussi parce que on est issu de cette communauté, hein. Nicolas, tu seras très content surtout de savoir qu'on continue sans deep learning en morphologie mathématique. Mais voilà, non, l'idée, ce serait vraiment d'avoir quelque chose d'automatique. Après, ce travail, il avait été fait pour quelqu'un qui avait envie de quelque chose de semi-automatique. Donc, on s'est aussi adapté à ce qu'il faisait, mais un de nos objectifs, c'est quand même d'avoir quelque chose le plus automatique possible. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez essayé de comparer, alors je ne crois pas avoir vu ça dans les résultats, mais de comparer les deux méthodes entre elles finalement, deep learning versus pas deep learning? Est-ce que vous voyez des différences majeures ou pas finalement? Alors, je suis en train de chercher justement les résultats. Je les ai vus passer quelque part. On a des... Voilà, c'est... Hop. On a des différences effectivement entre les deux, à savoir que donc, nos dice en termes de version, alors ça c'est le deep learning, hop, que je ne dise pas n'importe quoi. Tac. Alors, il faut comparer aussi ce qu'on peut comparer. Par exemple, pour la matière grise, on va être à environ ou à 0,85. On varie entre 0,78 et 0,98 de DICE pour la version non automatique, alors qu'on est entre 0,87 à 0,79 pour la version Deep Learning. D'accord. En fait, on a des scores qui sont relativement semblables, qui se défendent les uns par rapport aux autres. Alors après avoir peut-être combiné les deux.
Oui. pour voir un petit peu ce qui va se passer, puisqu'on a des trucs un petit peu automatiques aussi et des observateurs. Et le problème, c'est ça aussi, c'est comment se valider de manière honnête, on va dire. Est-ce que quelqu'un va faire une segmentation manuelle? Est-ce qu'on utilise des bases de données publiques, etc. Donc l'idée, ce serait justement d'utiliser une nouvelle base inconnue pour tout le monde et voir ce qui se passe, puisque c'est aussi le problème des réseaux de neurones. C'est les réseaux de neurones, c'est super, mais dès qu'on introduit des nouvelles images d'une base complètement inconnue, ça est un petit peu perdu. Alors qu'avec l'autre méthode, donc plus basée morphologie mathématique, on a le sentiment qu'on serait moins perdu. Donc ça va être ça, c'est le futur, les futures expériences qui vont être faites. Ça va être de trouver des nouvelles bases de données justement pour faire ça. D'accord, très bien. Ça répond à mon autre question, c'est bien. Et je me demandais en tout dernier, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Je vois que vous avez fait donc du coup une généralisation un peu d'un deep learning qui était donc lui un algo 2D Oui. à un pseudo 3D. Est-ce que vous avez des pistes pour avoir du vrai 3D? Est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose ou est-ce que le pseudo 3D déjà est suffisant? Alors, c'est une bonne question. Ma réponse va être un peu bizarre peut-être. On n'a pas envie de faire du 3D. En fait, on n'a pas envie de faire du 3D parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de... Enfin, je veux dire, je vais rien apprendre, hein, mais dans le monde des réseaux de neurones, il y a tous les jours un nouveau réseau de neurones 3D qui sort, qui utilise une ferme de GPU de 450 GPU, etc. Et nous, notre but, c'est vraiment pas ça. Nous, notre but, c'est qu'on puisse faire tourner les algos sur du CPU facilement, qu'on n'ait pas besoin d'une énorme puissance de calcul pour pouvoir le faire. Et du coup, on n'a pas forcément envie de faire de la 3D. Alors, bon, on peut peut-être regarder genre des MobileNet 3D, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, ça va vraiment être de rester en 2D, quitte à faire de la régularisation après, de récupérer donc cette fameuse information avec la pseudo 3D, mais on n'a pas vraiment envie en fait, d'aller directement dans le 3D si ça signifie obliger les gens à avoir une grosse configuration pour utiliser nos méthodes. D'accord. Ok. Eh ben, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça va terminer la session de ce matin. Donc, merci encore aux trois personnes qui ont présenté. Et puis, je rends la main peut-être à Nicolas ou à François pour la suite du programme. Merci. Donc, merci à Olivier d'avoir animé la session ce matin. Merci à nos trois orateurs pour ces très belles présentations. Donc, on va effectivement s'arrêter pour ce matin. On a une pause déjeuner. On reprendra à 14 heures. Alors, on va essayer de reprendre à 14 heures assez pile. Donc, on va laisser le lien Zoom ouvert. Donc, a priori, les mêmes identifiants de connexion. Vous pouvez même laisser tourner votre session si vous le souhaitez. Et voilà, donc on reprendra vraiment à 14 heures pile, parce que la session est relativement longue. On a 4 présentations cet après-midi pour une session de 3 heures. Voilà, donc d'ici là, nous souhaitons un bon appétit et à tout à l'heure.